19h45, la barrière Info Soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 10 juillet 2024. Les locaux de la télévision nationale ont servi de cadre ce matin à une déclaration rendue publique par les contractuels de la RTN. Il s'est agi pour ces agents de saluer la décision du président du CNSP visant leur recrutement. Le point avec Sekinatou Sadou et Aboubakar Souley. Par cette sortie médiatique, les contracteurs de la RTN tiennent à exprimer leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP suite à l'autorisation de procéder à leur recrutement tant attendu. En effet, depuis bientôt 8 ans, l'ensemble des contractuels de la radio-télévision du Niger RTN souffrent de la non-amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le gouvernement et les responsables de l'époque renvoyaient sans cesse le recrutement au calendrier grec. Un recrutement qui était pourtant nécessaire, voire urgent, au vu de la masse des agents de la RTN qui étaient admis à faire valoir leurs droits à la retraite qu'il fallait remplacer. Ayant perdu tout espoir durant toutes ces années, les contractuels de la RTN ont malgré tout continué à servir honorablement cette boîte, car étant un organe de l'État. Ce n'est que très récemment, la semaine passée pour être précis, le comité des contractuels a appris par le biais du directeur général de la RTN, avec une joie incommensurable et une fierté indescriptible, que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP a enfin autorisé le gouvernement et l'administration de la RTN à procéder à ce recrutement qui est attendu depuis belle lurette. Ce recrutement attendu depuis des années marque une étape cruciale pour les employés contractuels de la RTN qui remercient tous ceux ayant œuvré pour son aboutissement. Le comité des contractuels de la RTN saisit également cette opportunité pour saluer et remercier de façon très sincère la disponibilité, l'ouverture, la patience, l'écoute active, les conseils et la diplomatie dont a fait montre notre ministre de la Communication, des Postes et de l'Économie numérique, Sidi Mohamed Raliou. Nous voulons également, à travers la présente déclaration, renouveler notre très haute considération et gratitude à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen. À l'endroit du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, nous disons merci pour l'autorisation du recrutement à la RTN. Nous avons en effet eu le pressentiment que c'est avec le CNSP que les contractuels de la RTN auront gain de cause. Et que c'est avec le CNSP que les contractuels de la RTN se feront rétablir dans leurs droits longtemps bafoués et piétinés. Le comité des contractuels de la RTN appelle enfin tous les camarades à rester unis, mobilisés derrière le CNSP et le gouvernement pour l'aboutissement des justes et légitimes préoccupations dont la plus fondamentale a déjà été prise en compte. Au total, 203 contractuels sont concernés par cette mesure, marquant ainsi une avancée significative dans la régularisation de leur statut au sein de la radio et télévision publique du Niger. Aussi, pour témoigner de leur gratitude suite à cette décision historique, les collaborateurs de la RTN ont décerné des témoignages de satisfaction au directeur général de la RTN, au ministre de la Communication, au Premier ministre et au président de la République, chef de l'État. Volet reportage pour parler de la décoction breuvage, jadis servie par les mamans aux nourrissons, une pratique qui tend à disparaître de nos jours sur conseil des médecins pour lesquels cette décoction présente des effets néfastes et nuisibles pendant que la tradition, celle-ci constitue des anticorps pour les bébés. Le reportage est signé Aminatou Issifou et Halidou Bourema.
La décoction, communément appelée Giti en milieu zerman, est une sorte de breuvage destiné jadis aux nourrissons pour ses qualités nutritives et autres du thon. Les feuilles et racines servant à la préparation de cette décoction sont encore visibles dans certains marchés et coins de la capitale où certains s'adonnent à sa commercialisation. Ces médicaments traditionnels que nous vendons sont d'une grande importance pour les enfants. Il s'agit de plusieurs plantes qu'on mélange pour faire des décoctions. Des fois, ce sont les mères qui font le choix des plantes, car connaissant les vertus de chacune d'elles. De nos jours encore, certaines mères allaitantes en font consommer leur bébé à cause, disent-elles, des vertus de cette décoction. C'est pour sa santé et encore ça donne du force au bébé. Bon, ça dépend. Ça va de sa naissance à 3 mois jusqu'à 6 mois. On peut donner ça au bébé. Ah non, on ne lui donne pas de plantes qui peuvent nuire à sa santé. C'est pour la santé qu'on donne ça au bébé, donc je ne pense pas que ça peut nuire à sa santé. C'est une pratique ancestrale qui permet de fortifier l'enfant et elle présente beaucoup d'avantages sur sa santé. Il existe plusieurs sortes de décoctions. Il y a une nette différence entre l'enfant qui en consomme et celui qui ne le fait pas. Cependant, nombreuses sont les femmes qui s'abstiennent de donner le Giti à leurs enfants car déconseillés par les spécialistes de la santé. Moi, je ne donne pas de décoction à mon enfant par paresse et je n'en connais pas non plus les plantes. Aussi, il y a les agents de santé qui nous l'interdisent. Point de vue médical, il faut reconnaître que les décoctions, on ne dit pas que ça ne traite pas, mais il y a un problème, il y a un adage qui dit que tout ce qui est en excès peut être nuisible. Dans la décoction, personne ne connaît quelle quantité de principes actifs on est en train d'administrer. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est surtout aussi l'hygiène. Personne ne connaît l'hygiène de la préparation. Or, vous savez, quand vous prenez quelque chose où c'est pas hygiénique, vous allez voir quelqu'un va vous dire que tout de suite j'ai pris une décoction, j'ai fait la diarrhée. Maintenant, le troisième aspect, c'est le surdosage. Donc, quand les produits sont donnés en excès, ils vont fatiguer les reins et le foie et facilement la personne va sombrer dans l'insuffisance rénale ou l'insuffisance hépatocellulaire qui peut engendrer les encéphalopathies parce que les déchets vont passer maintenant le système de filtration pour atteindre le cerveau, peut-être et entraîner la mort. Pire, c'est les jeunes garçons, les nourrissons, leur système n'est pas encore mûr et rigide, ce qui fait que les décoctions ont des effets néfastes et nuisibles sur leur système de santé. Quoi qu'il en soit, cette méthode perdure encore de nos jours car nombreuses sont les femmes, surtout en campagne, qui croient aux vertus d'anticorps de la décoction pour leur progéniture. Ainsi, une campagne de sensibilisation s'impose pour amener les femmes encore récalcitrantes à mieux cerner les contours de la consommation de décoctions pour leurs bébés. Une autre pratique ancestrale en voie de disparition, c'est le métier du crieur public. Ces derniers portent des communiqués et informations à l'intention de la communauté sur demande des chefs coutumiers ou des fois des personnes tierces. Découvrons ce métier à travers ce reportage signé Nafissatou Yahya dans le cadre du partenariat IMS Labari. Passer l'information au public, telle est la mission assignée à ce homme. Muni de son tam-tam, Adam Kimba maîtrise toutes les phases pour captiver l'attention des habitants de la commune rurale de Liboré, située à une dizaine de kilomètres de Niamey. Ce métier de crieur public, Kimba l'a hérité et l'exerce sans complexe depuis son très jeune âge.
Je suis le crieur public du chef de canton de la commune rurale de Liboré. J'exerce ce métier de crieur public que j'ai hérité du côté de ma mère depuis mes 14 ans. Nous participons aussi au mariage et autres cérémonies pour égayer le public. Aussi important soit-il puisqu'il s'agit d'informer, le métier de crieur public tend à sa disparition, a rappelé Kimba. Vois-tu, cette profession va disparaître avec notre génération. Nos enfants ne sont plus intéressés. Il faut beaucoup de patience pour l'exercer. Les difficultés, il en rencontre dans cette profession qu'il y a aussi tout donné. Grâce à ce métier, j'ai tout eu. J'ai construit 2 villas et je me suis marié. Généralement itinérante, la profession de crieur public consiste à se promener dans une localité, s'arrêter à certains endroits publics, annoncer sa présence par un appel sonore et enfin commencer à lire le message. Ce reportage a été réalisé grâce à l'appui de IMS. Du sport, la FENIFOOT a procédé cet après-midi à la cérémonie de remise des récompenses aux équipes classées championnes et vice-championnes de la Super League. C'était au stade municipal de Niamey. Ibrahim Tikire, Nasser Seydou. Après 34 journées, la Super League de football 2023-2024 a donné son verdict. L'association sportive de la garde nationale du Niger, ASGNN, a remporté le titre de champion national du Niger, le 6e titre de l'histoire du club des Bérets Rouges. Ce 10 juillet 2024, la FENIFOOT a, au cours d'une cérémonie, intronisé l'AS Garde nationale. Remise des médailles, d'une coupe et d'une enveloppe de 20 millions de francs CFA, telle est la composition de la récompense de l'ASGNN. Il faut le relever au haut commandant qui nous a soutenus durant tout ce parcours. Nous allons valablement représenter le Niger, bien sûr, avec l'ensemble de la garde nationale ou de l'ASFAN, il s'agit du Niger. Donc unissons-nous et nous pouvons aller très loin dans cette compétition. L'année passée, on n'a pas pu participer à la compétition africaine. Déjà, nous tous, on connaît la situation du pays. Mais on s'est mis de côté ça. Cette année, on dit, bon, on va travailler encore pour avoir notre titre. Pourquoi on n'est pas encore sorti encore? Et puis voilà, Dieu a fait avec notre travail, notre détermination, on a eu ce titre-là. Et puis on va essayer de défendre ce titre-là au continent africain, voir ce que ça va donner. La FENIFOOT vient ainsi de boucler l'une des compétitions majeures de la saison 2023-2024. Le premier responsable de l'institution a tiré un bilan satisfaisant. De récompenses qui leur permettent de pouvoir se préparer en tout cas pour faire une meilleure campagne africaine. Parce que le but, c'est ne pas sortir au premier tour comme on a l'habitude. Et je pense qu'avec cette cagnotte-là, en tout cas, ils ont de quoi se préparer, de quoi recruter et pour mieux représenter le Niger. L'espoir est permis, écoutez, comme je dis, et nos prestations au niveau du CHAN prouvent notre niveau, le niveau de notre championnat. C'est ça qui prouve le niveau du championnat, que le niveau du championnat nigérien est bon. Donc on ne peut que s'enorgueillir et se féliciter. En plus de l'AS Garde nationale, l'équipe vice-championne l'ASFAN a reçu une enveloppe de 5 millions de francs CFA. En somme, les 2 représentants du Niger pour les compétitions interclubs, à savoir l'AS Garde nationale et l'ASFAN, connaîtront leur adversaire ce jeudi 11 juillet 2024 au cours du tirage interclub prévu au siège de la CAF. Place à présent notre rendez-vous hebdomadaire de la chronique judiciaire qui traite aujourd'hui de la répression des crimes de guerre, un sujet qui est abordé par Alfred Goubagé, juriste président du Raza Presse. Très bonne réception à vous. Aujourd'hui, nous abordons un autre thème sur la répression des crimes de guerre. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par répression? Alors,
le terme répression désigne généralement l'adoption des dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires nécessaires pour prévenir et sanctionner les violations de droits. Vous savez, en période de conflit armé, les différentes parties au conflit violent souvent les lois et coutumes de la guerre, ce qu'on appelle les crimes de guerre. Le droit international humanitaire, à travers les conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels, organise de la façon dont le conflit doit se mener. À défaut d'interdire la guerre, le droit international humanitaire intervient pour l'humaniser en créant des garde-fous. Voilà comment la guerre doit se faire, voilà qui il faut toucher, voilà qui il ne faut pas toucher, les biens qu'on doit toucher, les biens qu'on ne doit pas toucher. C'est une façon d'humaniser la guerre. Mais force est de constater que sur le théâtre des hostilités ou sur le champ de bataille, les parties au conflit sont appelées souvent à violer les règles du droit international humanitaire. C'est pourquoi les conventions de Genève ont prévu des mécanismes de répression. Vous avez l'adoption du statut de Rome, le statut de la Cour pénale internationale, qui prévoit un certain nombre d'infractions, qui prévoit la répression des crimes de guerre et qui peuvent être poursuivis au niveau de certaines juridictions. Donc, s'agissant, comme je l'ai dit, de la répression, elle désigne cette volonté, elle désigne cet ensemble de textes ou de dispositions législatives et des mesures administratives et judiciaires en vue de prévenir ou de sanctionner les violations de ces règles garantissant ou organisant la guerre. Alors, s'agissant cette fois-ci de la notion de crime de guerre, il s'agit des infractions graves ou de violations graves contre le droit international humanitaire. Différents crimes contre l'humanité ou crimes de génocide qui sont des violations contre les droits de l'homme peuvent être commis par les parties sur le théâtre des hostilités. Ces crimes qui sont commis dans ce contexte-là, dans le contexte de conflit armé, sont soit dirigés contre des personnes ou des biens qui sont protégés par le droit international humanitaire. Les conventions de Genève, les 4 conventions de Genève et le protocole additionnel cité tantôt, interdisent par exemple de toucher les lieux de culte. Les lieux de culte par vocation sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Les écoles, les hôpitaux sont des biens civils qui ne doivent pas être touchés. Donc vous voyez qu'en prenant pour cible les lieux de culte, les écoles, les hôpitaux, les ponts, les canaux d'eau, etc., là, la partie à l'origine de ces violations-là commet ce qu'on appelle les crimes de guerre. C'est un crime de guerre, puisque c'est des biens protégés. Alors, ces crimes sont dirigés vers des individus ou vers des biens. Quand vous touchez, par exemple, des populations civiles qui ne prennent pas part au conflit, vous commettez des crimes de guerre, puisque les conventions en droit international humanitaire ont interdit de s'en prendre aux personnes qui n'y participent pas. C'est pourquoi, par définition, le droit international humanitaire, c'est cet ensemble de règles qui a pour vocation de protéger les personnes qui ne participent pas ou qui, avant participé, mais ont cessé de participer au conflit. La deuxième composante, c'est que ces violations peuvent être dirigées contre des biens, tels que les écoles, tels que les hôpitaux, tels que les canaux d'eau, et tout ce qui est vital à la survie des populations. Il y a un certain nombre d'obligations qui incombent à l'État dans ce contexte. Mais vous pouvez constater que parmi ces crimes, on a les crimes contre l'humanité, on a les crimes de génocide, par exemple l'intention de tuer à grande échelle, le meurtre, le génocide de toute une partie de la population. C'est des crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui sont commis, c'est des génocides, des crimes de génocide. Donc ces crimes sont de la compétence des juridictions internationales telles que la Cour pénale internationale, par exemple. Donc je disais qu'il y a des obligations qui incombent aux États, puisque ce sont les États qui sont partis aux conventions de Genève, qui garantissent la protection des populations civiles ou qui décrivent les lois et les coutumes de la guerre. La première obligation, donc l'État doit se doter d'une législation nationale qui
interdisent et qui répriment les infractions graves, soit en adoptant une loi distincte à cet effet, soit en amendant des lois existantes. Déjà, comme nous l'avons dit, au Niger, par exemple, l'État du Niger est parti aux conventions de Genève. Ouais. Donc, l'État a cette obligation, soit d'adopter des lois nouvelles allant dans ce sens, ou bien d'harmoniser les anciennes législations dans ce sens. La deuxième obligation qui incombe à l'État, c'est de rechercher et poursuivre les responsables présumés d'infractions graves au droit international humanitaire. Il doit les déférer devant ces tribunaux ou les extrader pour qu'ils soient jugés devant un autre État. Souvent en cas de manque de volonté politique, puisqu'il peut arriver des cas dans certains pays ou dans certains États qu'il n'y ait pas cette volonté politique de pouvoir poursuivre les auteurs des violations. Donc c'est en ce sens que la Cour pénale internationale peut se substituer aux juridictions nationales pour pouvoir poursuivre les auteurs de ces infractions. La troisième obligation qui incombe à l'État, c'est qu'il doit se charger, ou bien qu'il doit charger, disons, ses commandants militaires de cesser et de prendre des mesures à l'encontre des personnes placées sous leur autorité qui se rendent coupables de telles infractions. L'État doit encore donner plus attirer plus l'attention des commandants militaires afin qu'ils contrôlent ou bien qu'ils attirent l'attention des hommes sur le terrain pour qu'ils puissent respecter et faire respecter ces lois et coutumes de la guerre. Quatrièmement, l'obligation qui incombe à l'État, c'est les États doivent s'accorder à travers une entrade judiciaire dans toute procédure relative à des infractions graves et à la coopération bilatérale en matière judiciaire. Les États doivent coopérer afin de pouvoir s'entraider et que les auteurs de ces crimes soient poursuivis. Donc, je vais vous donner ici quelques exemples d'infractions graves aux conventions de Genève. Vous avez, par exemple, le retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils. Vous avez les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes fondées sur les discriminations raciales qui donnent lieu à des outrages à la dignité personnelle. Le fait de diriger des attaques contre des monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte clairement reconnus qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Le fait de priver une personne protégée par les conventions de Genève ou par le protocole additionnel 1 de son droit d'être jugé régulièrement ou impartialement. Vous voyez, donc il s'agit ici d'autant d'infractions. Par exemple, le fait de soumettre également une personne à une attaque en la sachant hors de combat. Le fait d'utiliser perfidement le signe distinctif de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge ou tout autre signe protecteur reconnu. Le transfert par la puissance occupante d'une partie de la population civile dans le territoire ou la déportation, etc. Donc, en fait, le fait déjà de transférer une partie de la population sous protection dans un autre territoire, surtout la population civile, le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire. Donc, ici, il s'agit d'autant de violations du droit international humanitaire que les parties peuvent commettre. Maintenant, ce qu'il faut retenir en conclusion, c'est que quand ces violations sont commises, il revient soit, comme je l'ai dit tantôt, à l'État de poursuivre les auteurs, et s'il n'y a pas cette volonté politique de l'État, il revient effectivement à la Cour pénale internationale, à travers le statut de Rome, de poursuivre les auteurs. Mais les États aussi, entre eux, ont cette coopération ou cette entraide judiciaire afin de pouvoir s'entraider mutuellement et de poursuivre les auteurs des différentes violations. Malheureusement, on constate un peu partout sur le champ de bataille, sur le théâtre des opérations, les violations graves du droit international humanitaire. Je pense qu'il faut continuer la sensibilisation. C'est pourquoi nous avons, à travers le Razapresse DIH-DH, qui est cette organisation
que nous dirigeons depuis 2014, qui œuvre dans la diffusion du droit international humanitaire. Nous avons des actions de sensibilisation, nous avons des actions de formation dans le sens de former non seulement les forces de défense et de sécurité dans la maîtrise du droit international humanitaire, des ateliers de renforcement de capacité des FDS, mais aussi les populations civiles de manière générale, afin qu'elles comprennent le droit international humanitaire. Et cela, c'est dans l'optique de prévenir. C'est ça la prévention. Mais sur le théâtre, parce qu'une fois que le message est passé, la formation, la sensibilisation est faite, nous pensons que sur le théâtre des hostilités, eh bien, les parties au conflit vont intégrer la dimension du droit international humanitaire et cela va aider à réduire considérablement la violation des droits des parties sur le théâtre des hostilités. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur la répression des infractions et crimes de guerre.